Naturel, je suis celle qui ne porte pas de masse de collagène. Me lève mes cheveux, ma peau. Stella Adjokai est une auteure, compositrice, interprète montréalaise qui porte autant les racines polonaises québécoises de sa mère que celles de son père jamaïcain peu connu et beau-père haïtien. Versatile, elle peut aussi bien passer du chant blues, R&B au slam et même porter le chapeau d'animatrice, comédienne, conférencière et écrivaine. Son parcours professionnel comme travailleuse sociale pendant 10 ans alimentera son art de justice sociale. Elle est toujours ravie quand elle peut contribuer aux réflexions de société et croit fermement que l'art a la puissance de guérir, transcender les blessures et libérer. Elle a entre autres participé à l'écriture de 2 ouvrages collectifs, 11 brefs essais contre le racisme systémique et le travail invisible, portrait féministe d'une lutte inachevée. Bon après-midi, ma chère Stella. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, excellent. Une belle journée. On est dans un bel environnement. Très Entourée contente. de verre. Oui, c'est ça. Ça fait Avec du un bien. petit vent. Exact. Un été parfait montréalais. C'est ça. Oui. Puis sinon, comment ça se passe pour toi? Tu passes un bel été? Je passe un très beau été. D'ailleurs, là, je réalise qu'on est déjà au mois d'août. Ça va très vite. Beaucoup de créations. Qui est une bonne Fait que, chose. oui, ce qui est une très bonne chose. Donc, ouais, c'est ça. Je suis comme un peu dans un espace-temps qui est difficile à définir. Là. Je suis vraiment dans la création en ce moment, oui. OK. Excellent. Tu me gardes dans la laine. On pourra parler des projets à venir, mais écoute, si tu me permets, tu sais, je suis quand même allée me promener beaucoup, autant sur ton site web. Je sais que tu écris, tu fais de la poésie et tu écris des très beaux textes sur ton compte Instagram. Puis je trouvais que c'était une belle façon de commencer l'entrevue d'aujourd'hui. OK. Bref, par rapport à tes racines. Mm. Même si je ne parle pas la langue, même si je n'ai pas grandi avec mon père, même si je n'ai pas connu ma famille jamaïcaine, même si ma mère n'est pas jamaïcaine, même si j'ai eu un beau-père haïtien, même si j'ai grandi au Canada, je suis fière de vous dire que je suis une descendante directe de cette belle et riche culture. En me rendant en Jamaïque, je croyais découvrir ce que je ne connaissais pas. Pourtant, j'ai ressenti que je savais, même sans savoir. J'ai reconnu mon visage, mes expressions faciales, ma manière de bouger, mes préférences alimentaires, mon sens de l'humour, mon caractère, mon straightforward et more. J'ai ressenti que la séparation entre moi, ma culture, mon père n'était qu'illusion. C'est bien grâce à cette culture, grâce à lui, que je suis venue au monde, que je suis qui je suis. Merci à toutes ces personnes qui m'ont guéri avec ces paroles d'accueil et d'acceptation tout au long de mon séjour. J'ai envie, en fait, avec ce petit texte-là que je trouve magnifique, de te demander, parle-nous un petit peu de tes origines, puis peut-être de ce voyage-là. Oui. Wow, c'est touchant. J'ai trouvé ça touchant. Oui. C'est tes mots, en fait. Oui, c'est ça, mais c'est parce que ça me replonge. Oui, c'est vrai, je suis allée en Jamaïque en 2019 pour la première fois. Moi, je suis née à Montréal. C'est ça, mon papa jamaïcain, j'ai pas eu l'occasion de le connaître. Okay. Quand j'ai eu 2 ans, il a été même déporté. Fait que ça a vraiment, je dirais, effacé, en tout cas, de ma perspective, les possibilités qu'on se retrouve. Ou... Ouais. Fait qu'à partir de là, c'est comme si moi, j'ai grandi en évoluant un peu, en me disant, OK, ben moi, j'ai pas de père. Mais il y a un beau-père haïtien qui est rentré dans ma vie à peu près au même moment, donc vers que j'avais 2 ans. Fait que pour moi, ça a été ma figure comme paternelle. Mm-hmm. Et avec lui, ben c'est sûr que j'ai été très immersée dans la culture haïtienne. Fait que je me sentais très haïtienne aussi. Je comprenais le créole, je pouvais le parler, tout ça. Fait que c'est sûr que c'est comme si j'ai évolué en reconnaissant beaucoup mes racines haïtiennes, aussi par rapport à l'histoire d'Haïti, qui est, je trouve, une histoire incroyable. Fait que j'étais fière de pouvoir me dire que j'étais associée à cette histoire de révolution noire, tu sais, de la première république noire du monde, tout ça. Fait que c'était quelque chose que je portais très près de mon cœur, puis j'ai voulu pratiquer mon créole, puis c'est, mais c'est comme si mon côté jamaïcain était là, latent.
il attendait que j'arrive. Je suis allée en Afrique aussi. Puis j'ai comme vraiment retrouvé comme mes racines. Mais mon côté jamaïcain, ça a pris beaucoup de temps. Puis il a fallu que j'atteigne, je pense, 28 ans pour réaliser qu'en fait, pour être prête, je pense, à ouvrir cette porte-là. De justement d'admettre en fait que la présence de mon père m'avait manqué, c'était pas facile pour moi. Aller faire le fameux les blessures de l'enfance, déterrer des... C'était comme si je vivais tellement dans le déni, je voulais pas aller voir ça du tout, mais ça me coupait de toute la culture jamaïcaine que la seule chose que je me permettais, c'est d'écouter de la musique reggae, mais c'est comme si mon envie d'aller découvrir la Jamaïque, tout ça, c'était bloqué. Okay. Il y a quelque chose qui me faisait peur, puis ça m'a pris jusqu'à 28 ans pour comprendre qu'en fait, c'était une grande blessure dans ma vie, puis que il fallait soigner ça. Ouais. Fait que le voyage en Jamaïque, c'était une façon de soigner ça aussi. Je pense que j'ai fait la guérison avant de pouvoir y aller, là. Mais là, je suis allée, puis c'était vraiment c'est ça, en étant prête de dire, waouh, ça c'est moi. Puis ça m'appartient, même si mon père était pas là, même si ça peut avoir été souffrant, il y a quelque chose de très beau. Dans ça. Fait que je suis allée vraiment découvrir puis réaliser en fait que wow, c'est tellement important en fait parce que c'est ça qui te connecte à la vie. Tu sais, c'est comme mon père, c'est lui qui m'a donné la vie, qui a pas été présent après. Ça change rien que c'est quand même grâce à lui que je respire. Puis quand on n'arrive pas à être dans la gratitude de ce bout-là, ça fait aussi qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à être reconnaissant, je pense. Fait que, ouais, c'était important pour moi. Je suis vraiment contente d'avoir ouvert la porte parce que finalement, c'était moins pire qu'on pense. Tu sais, c'est moins pire que je pensais. Puis de voir que finalement, tu disais d'aller découvrir une culture, mais au final, tu t'es rendu compte que cette culture-là, elle faisait déjà partie de toi. C'est ça. Puis en avoir l'impression que t'es étrangère parce que, tu sais, t'es pas née là-bas. Je parle pas la langue patois. Fait qu'il y a beaucoup de choses que je me disais, wow, je pense pas que je comprends. Puis finalement, aller puis parler avec des Jamaïcains puis réaliser qu'on se comprenait beaucoup. Puis même, il y a quelque chose de très... c'est triste puis c'est drôle en même temps, mais j'ai rencontré un Jamaïcain qui me disait, faut pas que tu crois que parce que t'as pas grandi avec ton père jamaïcain, t'es pas jamaïcaine. Parce qu'il disait, en Jamaïque, ça arrive aussi des enfants qui grandissent pas avec leur papa. Ça fait partie d'une blessure collective qu'on porte aussi en tant que peuple, tu vois. Fait que c'était comme si, autant que c'est comme triste, c'est pas de dire que tous les Jamaïcains sont pas impliqués dans la vie de leurs parents, dans leur enfant, c'est pas ce que je veux dire du tout, mais c'est quand même une réalité assez frappante. Il y a beaucoup de mamans monoparentales, beaucoup d'enfants qui grandissent pas avec leur père, puis des Jamaïcains en fait qui se sentent pas capables peut-être d'être une figure paternelle solide, puis qui des fois vont fuir ou qui seront pas en tout cas capables d'être positifs, fait que des fois ils vont préférer être à l'écart. Fait qu'il y a quelque chose de très triste, mais il y a quelque chose de que quand lui m'a dit ça, en tout cas, ça m'a comme fait réaliser que OK, c'est de pas avoir grandi avec mon père, ça enlève rien à tout ce que je porte. Oui. C'est ça. Puis j'aimerais ça nous ramener en fait à Montréal, parce que au niveau de ta double origine, tu sais, ta double culture, tu es aussi québécoise de par ta mère. Comment est-ce que tu as vécu un peu cette situation? Est-ce que tu as eu des moments où tu as vécu le racisme? Tu sais, comment s'est passé ton enfance, adolescence à Montréal? Oui, bien, à Montréal, moi, je suis née à Montréal, puis jusqu'à l'âge de 9 ans, j'évoluais dans le quartier Centre-Sud. On habitait à Centre-Sud, tout ça. Okay. Puis c'était un quartier qui était très multiculturel. Fait que c'est comme avant 9 ans, je m'étais pas tant posé la question. Parce que je me rappelle que mes classes étaient très mélangées, tout ça, puis c'était pas un enjeu pour nous, vraiment. En tout cas, j'ai pas de souvenir. Moi, j'ai pris conscience plus de peut-être ma différence, ou en tout cas que je pouvais être différente de certaines perspectives, quand on est déménagé en Gaspésie. Fait que quand j'avais 8 ans ou 9 ans, ouais, c'est ça, ma mère a décidé qu'elle allait vivre dans un village en Gaspésie. Fait que j'ai grandi de l'âge de 9 à 17 ans dans un petit village de 1000 personnes. Wow, quel contraste! Oui, c'est ça. Et puis, où décidément, on était la seule famille qui avait des enfants noirs, tu sais. Fait que c'est là que moi, j'ai pris conscience que, OK, je suis noire, tu sais. Puis c'était dans la réaction des gens qui te font sentir la différence et qui te posent des questions comme si tu viens pas
Puis moi, je comprenais comme pas parce que j'étais comme, ben, je viens de Montréal, mais c'est pas comme si loin ou, tu sais, mais comme tu viens un peu d'un autre monde, tout ça. Fait que ça a commencé à me questionner. Puis quand on était en Gaspésie, ben, moi, c'est comme, mon beau-père était plus là, mon père était pas là, tout ça. Fait que c'était comme, j'avais pas trop mon représentant ou je sais pas, en tout cas, la personne qui peut porter ou qui peut me rassurer si j'ai des questions, tout ça. Puis, mais ma mère, elle a fait vraiment de son meilleur au niveau de ses connaissances, au niveau de elle, son cœur, son acceptation. Elle était quelqu'un de très ouvert, tout ça. Mais c'est vrai que il y a des moments où je me suis sentie très seule quand même dans certaines réalités. Parce que c'est comme si des fois tu veux exprimer des choses, mais dans un contexte où la personne est dans la majorité, c'est comme il y a un réflexe qui est très inconscient. On essaie de amoindrir ou de faire que c'est pas si grave. Oui. Essaie de voir comme les bons côtés, mais dans tout ça, c'est comme si on n'a pas jamais d'espace pour la compassion. Tu vois, fait que ça, j'ai vécu ça des fois avec ma mère. Puis je suis très consciente que c'était pas son désir ou c'était pas son intention, mais c'était vraiment, elle était pas dans ma réalité, même si elle était ma maman. Puis c'était dur pour elle aussi. Et je pense des fois de comme réaliser qu'elle comprend pas ce que je vis. Même si ça m'a mis au monde, tu sais. Oui, c'est parce que ça, elle pourra jamais le comprendre, en guillemets. Elle a beau lire, elle a beau... C'est ça. Ouais. Fait que, mais quand même, moi, en Gaspésie, j'ai eu une réalité où il y a eu beaucoup d'accueil quand même. J'avais beaucoup d'amis. Fait que, tu sais, j'ai pas, moi, souffert de ça. J'étais fière de qui j'étais quand même. J'avais confiance en moi, tout ça. Okay. Puis je pense que ça l'a aidé justement que s'il y avait des gens plus ignorants, tout ça, c'est pas des choses qui pouvaient durer. J'avais beaucoup d'affirmations. J'étais quelqu'un qui était aussi un peu comme guerrière, là. Fait que c'est comme, je m'amusais à remettre les gens à leur place, puis j'avais pas comme honte de le faire. Puis même des fois, c'était très... L'expression, pour toi, c'était quand même... T'aimais exprimer ton opinion? Oui, c'était comme... Mais c'est aussi, tu sais, comme le racisme, il y a quelque chose de très dénigrant. Puis moi, une chose, en tout cas, que ma maman m'a donnée, c'est la confiance en moi. Au-delà de ma couleur, au-delà de... Mais vraiment la confiance en mon être. Fait que c'est comme, dès j'étais petite, je suis au courant de ça. Fait que quand quelqu'un vient avec des commentaires, ça peut comme blesser, mais tu sais que c'est faux. Tu doutes pas de... Fait que ça, en tout cas, je pense que j'avais ça, qui m'a beaucoup aidé. Mais c'est vrai que quand tu prends du recul, tu te dis, waouh, c'est quand même à long, tu sais, comme à long terme, ça peut être essoufflant quand même d'évoluer dans un environnement où il faut toujours que tu réaffirmes aux gens ton existence ou ton humanité. Tu sais, en fait, il y a comme beaucoup de processus de déshumanisation un peu. Fait à long terme, c'est vrai que ça peut être lourd. Puis moi, c'est quand je suis revenue à Montréal, quand à 17 ans, j'étais comment je retourne à Montréal pour mes études. Puis en même temps, c'était aussi parce que je suis consciente qu'à Montréal, il y a une vie culturelle. Une ouverture. Une ouverture. Il y a des gens de partout. Puis moi, j'avais goûté à ça étant petite. C'est quelque chose que j'aimais. Fait que je savais que c'était plus dans cet environnement-là que j'avais envie d'évoluer encore. Fait que quand je suis revenue à 17 ans, j'étais un peu en pensée magique, dire « ouais, à Montréal, il n'y avait pas de racisme. » Je me souvenais pas de ça, moi, quand j'étais... Puis finalement, à 17 ans, de me retrouver dans des lieux où il y en a clairement du racisme. Puis, mais d'être dans une étape de ma vie où je comprends un peu plus les choses, puis l'absurdité de la chose, puis d'avoir envie de dire non, ça suffit. Fait que je vais être quelqu'un qui va porter sa voix pour ça, parce que moi, je suis noire, mais je suis métisse. Fait que j'ai grandi au Québec. Je connais vos codes. Fait que vos non-dits, je suis au courant, c'est quoi que ça veut dire. Fait que c'est comme... Je me sens dans une perspective que des fois, peut-être, il y a des gens qui connaissent pas Montréal, ils sentent pas des fois certains trucs, mais moi, je suis née ici, fait que je comprends tout. Oui. Toutes les subtilités de la langue. Toutes les subtilités de la langue, tout ça, je suis au courant de ça. Fait que c'était confrontant, mon retour à Montréal, de réaliser que, wow, OK, dans le fond, j'étais un peu dans une pensée magique, là. Quand j'étais jeune, je pensais que ça existait pas ici, mais ça existe. Puis c'est un problème, en fait, un fléau mondial, tu sais. Mais c'est ça, en grandissant dans la vingtaine, ça, j'étais comme moi, je dois porter ma voix, ça n'a pas de sens. Puis j'aimerais ça renchérir sur ça, porter ta voix, t'exprimer. Tu disais que, bon, ta mère t'a donné la confiance, puis t'aimais exprimer ton opinion, puis... Est-ce que l'art
pendant ton adolescence ou enfance, a été un médium d'expression? Parce que tu as plusieurs chapeaux maintenant, comédienne, tu écris de la poésie, tu chantes. Donc, comment est-ce que ça s'est né chez toi? Ben, je m'amuse souvent à dire que j'ai commencé à chanter avant de parler. C'était tellement naturel chez moi. Puis ma mère, c'est quelqu'un qui adorait la musique, puis la musique de plusieurs horizons. Fait que c'est elle, je pense, qui a vraiment été mon initiatrice au monde musical. Il y avait toujours de la musique chez moi. Elle dansait. Puis c'est quelqu'un qui a toujours admiré l'art dans toutes ses formes. Fait que chez moi, le discours autour de l'art était très positif. Mais tellement que c'était naturel que moi, ça m'a pris du temps à comprendre que je pouvais faire de l'art. C'était comme je le faisais tout le temps. J'en faisais, j'écrivais beaucoup. Ma mère aussi, elle écrivait beaucoup. Mais comme si, on comprend pas trop, on n'est pas en train de définir qu'on fait de l'art, mais c'est vrai que ça fait partie c'est plus libérateur de nos un moyens peu. d'expression. C'est ça. Puis quand j'étais adolescente, je lisais énormément de livres. Puis j'écrivais des petits poèmes, mais tu sais, c'était tellement personnel. J'étais pas du tout en train de me dire que j'étais en train de faire des textes ou j'étais en train... C'était vraiment quelque chose qui était naturel, qui devait comme s'exprimer. Puis quand je suis partie, moi, à 17 ans de chez ma mère, c'était dans l'idée que je faisais du travail social. Mais je savais que j'aime le théâtre, je sais que j'aime l'art, mais c'est comme si ça m'amuse tellement, puis c'est tellement naturel que j'ai l'impression que ça peut pas tellement être mon travail. It's too fun to be. C'est ça. Fait que je suis allée étudier en travail social en disant, ouais, mais c'est ça, tu sais, aider les gens, c'est ça, j'aime ça, toucher les gens, les émotions, l'expression, tu sais, fait que c'est toujours dans le même domaine un peu. Mais j'ai été formée comme travailleuse sociale, puis je faisais toujours la musique tout le temps à côté, j'écris tout le temps à côté, mais c'est vraiment à 25 ans que là, j'ai comme vécu, je sais pas, une crise existentielle, mon âme qui dit là, il y a quelque chose que t'écoutes pas. Puis j'étais vraiment en train de finir mes études, j'avais un travail, mais là, comme mon âme qui est comme ça marche pas, là, il y a... Fait que comment est-ce que t'es arrivée à te mettre sur la map en tant que chanteuse? Ben c'est comme là, à 25 ans, j'étais comme mon Dieu, j'ai besoin de chanter plus. Je réalisais comme que... Fait que là, j'ai commencé à me dire, OK, il faut que je trouve des musiciens à Montréal, ils sont où? Fait que là, j'ai commencé à les chercher, puis commencer aussi à aller à des concerts tout seul, pour nourrir mon besoin, parce que j'étais entourée d'amis aussi qui aimaient la musique, mais pas à mon point. Puis je comprenais pas, en fait, que moi, j'avais plus besoin qu'eux. Fait qu'il y a comme, je nourrissais pas ça pendant longtemps. Puis à un moment donné, à 25 ans, j'ai eu le courage de dire, moi, je trouve pas d'amis à aller au concert, c'est pas grave, j'y vais pareil. Puis à vivre tellement de joie en le faisant, tout ça. Puis à un moment, je suis tombée sur le collectif Calmunity, Vibe Collective. Puis là, ça m'a... C'est comme quand je les ai vus performer, c'est comme tout s'est arrêté. Puis j'ai compris que tu dois faire ça. Puis eux, c'était un principe d'improvisation musicale, tout ça. Fait que c'est comme, ça m'a tellement parlé. Puis là, je me disais, wow, comment je fais pour jammer avec eux? Comment? Puis ça a donné qu'à ce moment-là, ils faisaient des workshops. Tu sais, c'est comme la vie est tellement belle. On parle de... Il n'y a pas de coïncidence, oui, hein? c'est ça. C'est des signes de l'univers. Ils faisaient des workshops ouverts à tous, tu sais. Fait que j'étais comme, aïe, aïe, mais... Puis je suis allée, puis j'ai tellement connecté avec eux que c'était comme... Rapidement, j'ai comme fait partie... J'étais tout le temps là-bas, puis c'était comme les gens, on a familiarisé, fait qu'ils me reconnaissaient comme... Genre, je fais partie, à un moment donné, du crew, on sait pas trop quand c'est arrivé, là, tu sais, ça s'est fait assez naturellement, mais c'est avec eux que beaucoup, j'ai retrouvé, en fait, ma capacité d'écrire, le fait que de performer et de faire de l'improvisation. Fait qu'à partir de là, ça a été vraiment clair pour moi. J'en faisais de plus en plus de musique, puis je travaillais toujours en travail social comme intervenante avec les jeunes. Puis... Je serais curieuse de savoir, pardon de t'interrompre, en 2017, tu as sorti ton EP avec 5 chansons, si je ne m'abuse. Oui. Puis, qu'est-ce qui t'a inspiré à faire cet album-là? C'était quoi le message que tu souhaitais véhiculer? Ben, je pense que mon monde, le EP Mon Monde, je dis, c'est ça, c'était comme l'exploration de mon monde extérieur, mais finalement pour aller plus vers l'intérieur. Ou partir de l'intérieur pour comprendre mon monde de l'extérieur. Je sais pas qu'est-ce qui commence en premier, mais c'était ça le thème de cet album-là. Fait qu'il y avait quelque chose au niveau de mon intérieur et comme ma terre. Fait qu'il y a quelque chose aussi qui est très fort par rapport aussi au respect de notre terre, de notre monde. Puis de comme retrouver la connexion entre tout ça.
Fait que c'est ça que j'ai exploré un peu dans cet album-là. Puis c'était aussi de dire, ouais, il faut guérir des choses. Ouais. Il y a des choses à guérir. Comme quoi, mettons? Qu'est-ce qu'il faut guérir? Moi, je pense que c'est... tous, on vit en tant qu'humain des blessures. Hein. Peu importe dans quel milieu on grandit, il y a des choses que, dans la perspective d'un enfant, on se sent blessé, puis qu'on peut avoir interprété d'une façon, des fois, ou vraiment que c'était traumatisant pour vrai aussi, là, ça l'arrive aussi. Mais que c'est ça, il y a des choses de notre enfance qui nous forgent après dans nos personnalités, puis que quand on grandit, si on n'est pas retourné voir ça avec notre regard d'adulte, on peut encore se sentir comme l'enfant blessé puis reproduire ça sans cesse. Comme aller réconforter cet enfant-là. Oui, c'est ça. Fait puis c'est comme moi, dans mon travail de travailleuse sociale, j'ai côtoyé beaucoup de souffrances, beaucoup de gens qui vivent des grandes choses, des grands traumatismes. Je travaille avec des personnes dans la rue, avec des vécus vraiment que tu te dis, wow, la personne est toujours comme là, en train de sourire. Ça, c'est un miracle, tu sais, mais beaucoup de souffrances. Mais qu'est-ce que j'ai vu dans tout ça? C'est ça que c'est possible de guérir. Puis moi, c'est quelque chose que je crois formellement. Puis dans le travail social, c'est que moi, à un moment, en tant qu'intervenante, c'est comme si je réalisais que, ouais, moi aussi, j'ai comme des trucs à guérir. Tu sais, il faudrait que j'aille visiter ça aussi. Puis moi, c'est avec l'art pour moi-même. Tu sais, c'est ma méthode que je me dis que je peux ouvrir beaucoup de portes dans moi-même, ou en tout cas prendre le temps d'aller dans des situations, des choses, puis de les transcender. Je crois beaucoup au pouvoir de la musique puis de l'écriture pour transcender des choses. Parlons d'écriture, parce que il y a 2 essais que tu as écrits, des collectifs avec d'autres personnes. J'aimerais ça peut-être... Ça s'est placé plus récemment, ça a été plus suite à la chanson. Comment est-ce que l'écriture d'essais est venue se placer là-dedans? L'écriture d'essais, ouais, c'est comme si moi, en même temps que toute mon évolution artistique et en même temps une évolution où je m'implique socialement à Montréal dans beaucoup de causes, dans beaucoup de choses au communautaire, mais aussi beaucoup d'actions activistes qui n'ont pas de financement puis qui ont fait juste du bénévolat. Là. Fait que il y a tout ça en même temps. Fait que c'est comme si les essais sont venus en même temps que le EP un peu. OK. C'est comme si je travaillais sur le projet, puis ça, c'est des occasions, c'est des gens qui m'ont contacté après de m'avoir vu dans différentes événements ou avoir pris la parole dans différentes actions, puis qui trouvaient ça intéressant, mon point de vue, tout ça, puis qui étaient comme, ben on fait un ouvrage collectif, puis on aimerait entendre ce que tu as à dire. Fait que moi, c'est sûr que c'est des choses que je trouve tellement nourrissant de le faire pour soi-même dans la réflexion, mais aussi de pouvoir contribuer à une réflexion collective, parce que je crois que c'est ça. Il y a beaucoup d'espoir puis de place au changement. Notre société est pas parfaite, mais je veux dire, elle a toute la possibilité de l'être. Fait que je trouve ça très stimulant de pouvoir, tu sais, des fois se réunir puis à traiter d'une question, puis tu sais, voir tous voyager dedans pour voir qu'est-ce qu'on vit, ça a quel impact, puis qu'est-ce qu'on peut améliorer ensemble. Puis, tu sais, un des ouvrages parle, il y en a un qui c'est plus sur le féminisme, un autre qui est sur le racisme systémique, qui a été très, très, très de contexte dans les mois passés, du moins qu'il y a eu comme un autre souffle, puis que là, tout le monde a pris la position, puis a mis les mains à la pâte, puis tu sais, qu'est-ce que tu penses de ce mouvement-là qui s'est créé, puis pourquoi est-ce que c'est différent? Pourquoi est-ce qu'on est ailleurs? Là? Vers quoi on s'en va, à ton avis? C'est une grande question. Ou est-ce que c'est différent? Est-ce que tu penses que ça a eu des répercussions ayant écrit sur le sujet? Ben, je pense qu'effectivement, il fallait écrire sur le sujet au Québec surtout, parce qu'il y a pas beaucoup de voix. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui discutent, puis qui sont intelligents, puis qui brassent des idées, puis qui se rencontrent, puis qui participent à organiser des actions, tout ça. Mais c'est vrai que dans un ouvrage officiel publié, il n'y a pas eu beaucoup de voix qui parlent de la réalité québécoise. Souvent, même au Québec, on va souvent faire référence aux États-Unis, mais on a du mal à parler de notre contexte réel ici. Puis peut-être des fois on est trop proche aussi, ça c'est possible, mais je pense que c'était nécessaire vraiment qu'il y ait des gens qui osent prendre parole sur ce sujet-là. C'est pas évident.
la plupart des gens qui ont écrit dans cet ouvrage-là qui est paru en 2019, si je me trompe pas, J'ai la date. Ouais, je pense que c'est 2019. Oui, Ouais. je pense aussi. Parce que, genre, en tout cas, c'est pas plus grave que ça. Mais c'est la plupart qui ont écrit, ça fait plus de 10, 20, 30 ans qu'ils sont activistes contre le racisme ici au Québec. Fait que c'est pas une réalité qui est nouvelle du tout. Puis quand on regarde l'histoire, on comprend que c'est un vieux problème. Là, maintenant qu'il y a un engouement d'en parler davantage, moi, c'est sûr que je vais pas être la personne qui va pas se réjouir de ça. Mais je suis comme, il était temps, guys. Puis Il était temps. Il y a quelque chose qui m'a vraiment surpris. J'ai l'impression que c'est ça, c'est que on n'est pas conscient. Tu parlais des États-Unis, c'est qu'en tant que Québécois, c'est comme si on n'était pas conscient que it happens here too. Oui, c'est Puis ça. il y a un tour qui a été fait que j'ai adoré, par Rito Joseph. Je sais pas si tu connais. Bref, c'est l'histoire, mais dite par les Noirs. Donc, on fait une visite du Vieux-Montréal, mais l'histoire qui nous a pas été dite. Fait que ça, c'est des choses, c'est des répercussions, c'est, je dirais, j'ai l'impression du mouvement qui a eu lieu, puis des voix qui ont porté fruit, puis Ouais. dans ce mouvement d'éducation, je pense qu'on se doit de s'éduquer, Oui, c'est connaître l'histoire telle qu'elle était, puis que oui, ça a existé ici. c'est ça. C'est de reconnaître avant tout. Ouais, ben je pense que c'est ça. Puis souvent le racisme, on va toujours l'associer à de la tension, puis comme si c'est malaisant. Mais moi, à un moment donné, je vois pas c'est quoi le problème de parler de ça. J'ai jamais eu honte d'en parler. Puis c'est comme comment on devrait avoir honte de parler qu'il y a des humains qui sont déshumanisés. Comment ça? C'est comme c'est une grosse question pour l'humanité. Quand on veut pas parler de racisme, pourquoi? C'est comme faut se poser la question vraiment de se dire waouh, on est-tu vraiment là dans une société où on parle de liberté d'expression, où on n'est pas capable de discuter d'enjeux qui, oui, sont profondément ancrés et blessants, puis qui impactent encore des millions de personnes dans le monde à tous les jours. Fait que moi, j'ai toujours senti qu'il y a urgence d'agir, puis c'est comme, moi, je peux en parler à tous les jours, parce que à tous les jours, je suis confrontée dans mon réseau des gens qui vivent des événements ou moi-même dans mon travail, ou tu sais, je veux dire, c'est récurrent. Fait que ici, qu'on soit dans une société qui a qui est tannée d'en parler quand ça fait même pas 2 minutes qu'on a ouvert la discussion, je trouve ça vraiment intense. Ouais. Au niveau de l'humanité, je suis comme, ben c'est... Puis là, c'est comme, faudrait process en tant que société québécoise que quand on s'obstine à refuser de voir une réalité, ben on n'agit rien, tu sais. Fait que c'est comme, on devient aussi complice que des gens qui sont conscients, qui font du racisme, tu sais. Fait que moi, je pense que c'était nécessaire de briser ce silence-là, puis on a travaillé fort. On a travaillé fort de chacun de nos vies, puis encore beaucoup de personnes noires à Montréal travaillent fort de leur vie. C'est pas un travail qu'il faut lâcher non plus. Non, tu sais, puis c'est comme si nous, on n'est pas payés pour faire ce travail-là. Tu sais, c'est comme, c'est une question de survie, mais c'est une question de libération pour le monde. Tu sais, c'est parce que c'est comme, quand que tu travailles pour libérer des gens, tu libères tout le monde. Quand tu travailles pour libérer, c'est que tu n'acceptes pas que personne d'autre passe par là, là. C'est très important. Ouais. Très important. Puis moi, je me réjouis qu'en ce moment-là, on sent que peut-être les gens sont plus prêts à voir que c'est pas dans ce monde-là qu'on a envie de vivre encore, de domination. Puis tu sais, c'est comme on parle du racisme, mais moi, je m'oppose à toute forme de domination, autant sur les femmes que sur la terre. Tu sais, il y a comme vraiment un problème humain de domination qui prend différentes visage, puis qu'à un moment, peut-être, on oublie que c'est la même dynamique parce qu'on lui donne plusieurs noms, mais c'est la même chose, là. J'aimerais ça nous ramener à Montréal. Tu sais, c'est peut-être du moins, laisser de côté peut-être le racisme, mais plus y aller dans tes souvenirs, aller dans ton enfance. Puis, je suis curieuse, quand t'es arrivé, alors ça peut être en Gaspésie aussi, mais mettons, je te demande un souvenir rapide qui te vient en tête de ton enfance, ça serait quoi? Ben là, qu'est-ce qui est revenu, c'est ma mère, ici à Montréal, c'est ça qui était bien avant le COVID, là, il y a tellement de spectacles puis de festivals à l'extérieur. Puis ma mère qui était monoparentale et elle avait peu de moyens, c'était donc elle courait tous les spectacles gratuits depuis que j'étais en poussette. Puis elle avait une de ses bonnes amies aussi avec les enfants en poussette, ils nous amenaient dans les spectacles, tout ça.
Fait que ça c'est vraiment un beau souvenir. Puis même, des fois, c'était comme, elle me disait, vas-y sur la scène. Ah oui! Parce que c'est comme, elle sentait Ça a commencé tôt. Oui, c'est ça, elle sentait que j'aimais ça, je dansais, puis là, j'étais comme en mode un petit peu plus que spectatrice, tu sais, je suis comme... Fait qu'elle était comme, vas-y sur la scène. Fait que là, moi, j'étais comme, ah ouais. Fait que là, je montais, des fois, au Parc La Fontaine, sur la scène, puis là, j'embarquais, mais tu sais, j'étais un enfant, là, fait que ça passait cute. Mais, fait que ça arrivait qu'il y avait des bands, puis là, c'était comme l'enfant qui monte, puis moi, je kiffe la musique, vraiment, tu sais. Fait que ça, c'est un beau souvenir. Ouais. Puis tu te sens montréalaise. Complète la phrase. Je me sens montréalaise parce que... Je me sens montréalaise parce que j'aime Montréal. Haïtienne parce que... Parce que j'aime la culture haïtienne, je la respecte énormément. Et jamaïcaine? Parce que c'est mon sang, ça coule en moi. Ouais. Ouais. Puis, question de curiosité, Adjoké, qu'est-ce que ça veut dire, ton nom d'artiste? Adjoké, ça veut dire celle que l'on doit chérir. OK. Quand je suis allée au Bénin pour la première fois, c'est ça. Quand je chantais avec Calmunity, je faisais beaucoup d'improvisation, mais j'avais pas encore fait une chanson structurée, dire OK, voici ma chanson. Je performais tout le temps, mais pas de chanson claire, tu sais. Puis quand je suis allée au Bénin dans un festival qui s'appelle Afro-Politain, Nomade Festival, qui est un très beau festival qui a été élaboré par une Camerounaise, origine du Cameroun, mais qui est ici à Montréal depuis très longtemps. Puis c'est une très belle artiste aussi qui s'appelle Vibi. Vibi? OK. Vibi Afro Soul. Et elle est coordinatrice de ce festival-là qui existe là depuis, je pense, 6 ans déjà. Et elle, c'est un festival qui est nomade, qui se déplace dans différents pays africains. Fait que moi, quand je suis tombée sur l'appel aux artistes pour le Bénin, j'étais comme, oh mon Dieu, je veux y aller. Mais j'avais pas encore d'album à mon actif, mais j'ai été sélectionnée quand même. Fait que j'avais des chansons décrites. J'avais des musiques, tout ça, mais j'avais pas encore un album, tout ça, mais j'ai été sélectionnée. Puis là, j'étais allée en Afrique pour la première fois, finalement, faire un concert qui était vraiment de mon cru. Des chansons que tu n'avais jamais performées? En public, c'est ça. Wow! C'est ça. Fait que là, fait que c'était très, très symbolique pour moi. Toujours aussi dans mon retour à mes racines, tout ça. Puis le Bénin qui est très proche de l'histoire d'Haïti. En tout cas, fait que c'était très, très symbolique. Puis quand j'ai chanté, ben là, il y a un moment, il y a un griot. C'est comme moi, je les appelle comme les bibliothèques orales. Je sais pas comment dire, c'est des... Ceux qui ont le savoir, la sagesse. C'est ça, puis ils sont au courant de plein d'histoires de l'Afrique, mais millénaires. C'est comme une tradition orale qui existe depuis des millénaires. Donc, il y a un griot qui est monté sur la scène, puis qui a dit, OK, toi, quand tu chantes, tes ancêtres te reconnaissent, puis ton nom, c'est pas Jeté, parce que mon nom de famille, c'est Jeté. Il dit, ton nom, c'est Adjoké. Puis, mais ça s'est passé comme tellement vite pendant mon show, là, sur le coup, je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Mais je comprenais que c'était important comme moment. Puis après, quand on me dit, ça, c'est celle qu'on doit chérir, ça que ça veut dire. Fait que là, j'ai comme compris que, OK, moi, je passe en 1 seconde de Stella Jeté à celle qu'on doit chérir. Fait que ça a vraiment transformé quelque chose dans ma façon de me percevoir moi-même. T'es allé quand, là? C'est en 2016. En 2016, Puis tout de suite, il y a eu l'album après. Oui. C'est ça. Wow. Écoute, puis qu'est-ce qui s'en vient pour toi? À quoi est-ce qu'on tu disais que tu étais en état créatif? Oui, là, je crée énormément parce que j'ai eu aussi la chance d'aller au Nunavik, travailler avec les jeunes des communautés inuit à Purvuntuk depuis 2018. Fait que j'ai passé beaucoup de temps au Nunavik dans une réalité qui est très peu connue, je dirais. En fait, le Nunavik, c'est un territoire qui est comme réservé inuit, mais c'est au Québec. Ouais. J'invite les gens à aller voir, je pense, sur ton site Internet, le volet poésie. Tu as vraiment écrit un super bel... Oui, j'ai écrit quelques réflexions, parce que ça m'a beaucoup confronté, la rencontre avec le peuple inuit, puis avec notre histoire québécoise, finalement. Beaucoup de choses douloureuses, puis qu'on peut faire beaucoup de liens aussi avec tout ce qui est Afrique, puis le traitement, tu sais, la colonisation, tout ça. Donc, mais ça a été énormément de choses qui m'ont inspiré beaucoup. Fait que là, c'est comme si c'est en train de tout ça, là, toute cette inspiration dedans, c'est comme là, c'est en train de sortir pour un nouveau projet qui va être autre chose. OK.
Qui que va, ouais. j'ai C'est hâte, comme en même temps, je suis allée en Jamaïque. Tu sais, il y a tout Ouais. ça qui va, je pense, être entendu dans les sons qui s'en viennent. Puis il y en aura plusieurs. Écoute, on va rester à l'affût de ce qui s'en vient, ça c'est sûr. Je te souhaite encore beaucoup d'idées créatives, puis de nous venir encore nous impressionner avec tes belles chansons. Moi perso, comme je te disais tout à l'heure, il y en a une qui m'a vraiment vraiment plu, puis que je trouve libératrice. C'est laisse tomber tes larmes. Laisse couler tes Laisse larmes. couler tes larmes. Oui. Que j'invite les gens à écouter, mais en tout cas, merci beaucoup. Merci à Vraiment. vous. Merci. Merci. Naturel, je suis celle qui ne porte pas de masque de collagène. Mes lèvres, mes cheveux, ma peau sont le cadeau de mes gènes. Naturel, je suis comme je suis, vrai, sans ajout. Naturel, je vis comme je vis, en paix avec mon tout. Naturel, je suis celle